Mesdames et messieurs, nous célébrons cette année le 50e anniversaire de l'invention du laser et j'ai souhaité à cette occasion venir ici, sur cette route des lasers, au cœur des installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pour souligner quelque chose que vous savez parfaitement, vous tous, mais dont il faut convaincre l'ensemble des Français, que l'avenir de la France et son indépendance dépendent de sa capacité à investir massivement dans la recherche, à maîtriser la recherche de pointe et à valoriser les applications de la recherche. Ce que vous êtes en train de développer ici, avec le laser mégajoule, s'inscrit dans le droit fil des décisions prises à l'époque par le général de Gaulle au moment du lancement du programme nucléaire, militaire et civil français. Dieu sait qu'au moment de ce lancement, cette décision n'a pas fait l'unanimité. Dieu sait même que la question du nucléaire est toujours posée dans le débat politique. Je le dis comme je le pense. Tant que j'exercerai ces fonctions, la France continuera à investir massivement dans l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est incontournable et elle ne s'oppose pas aux énergies alternatives. C'est dans les deux qu'il nous faut investir. En 1945, lorsque le général de Gaulle a créé le CEA, nommé Frédéric Joliot haut commissaire à l'énergie atomique, il a lancé alors l'un des programmes scientifiques et industriels les plus ambitieux que la France ait jamais connus. Un programme qui allait conduire à la naissance de la force nucléaire française de dissuasion. Et la maîtrise de l'énergie nucléaire a marqué pour notre pays rien moins que le début d'une nouvelle ère. Après le désastre de la Seconde Guerre mondiale, après l'affaiblissement de la puissance française tout au long de la Quatrième République, la France retrouvait sa capacité à être entendue et à être respectée à travers le monde. J'aimerais, lorsqu'on parle du nucléaire, qu'on n'oublie pas cet élément important de l'histoire contemporaine de la France. Alors, cette nouvelle indépendance de la France ne reposait pas sur la seule force de dissuasion nucléaire. Le programme nucléaire français comportait une dimension civile, avec la célèbre pile Zoé, notre premier réacteur nucléaire, mis en service en 1948. Mais c'est grâce à cet effort de recherche inédit que la France est aujourd'hui l'un des rares pays dans le monde à être parfaitement indépendant en termes d'énergie, alors qu'il n'a pas de ressources énergétiques fossiles naturelles. Aujourd'hui, cet élan ne doit pas faiblir et ne faiblira pas. Ceux qui prétendent qu'on peut remplacer l'énergie nucléaire par les énergies alternatives prononcent une incongruité, et ce serait une autre incongruité que d'expliquer que parce qu'on investit dans le nucléaire, on ne doit pas investir dans les énergies alternatives. Grâce au laser mégajoule, dont le projet, cher Alain Juppé, est né en 1995-1996, avec l'arrêt définitif des essais nucléaires français, à partir du moment où vous aviez annoncé avec Jacques Chirac que les essais s'étaient terminés, il fallait donc investir dans les simulations, dans ce qu'on faisait en laboratoire, et non plus dans ce qu'on faisait à l'air libre ou en sous-sol. Et nous sommes sur le point de disposer d'un outil extraordinaire qui ouvre donc accès à la physique de l'extrême et qui va nous permettre de financer et d'organiser des progrès scientifiques considérables. Ce laser permettra de recréer pendant un temps très court, dans un volume de quelques millimètres cubes, les mêmes conditions physiques de température et de pression que rien moins que celles d'une fusion thermonucléaire. Autant dire qu'il sera le plus puissant du monde. Comment ne pas être impressionné par le gigantisme du laser mégajoule, plus long que la Tour Eiffel, plus haut que l'Arc de Triomphe, et construit avec 3 fois plus de béton que le viaduc de Millau. Dire que c'est un monument de la science, ici, Monsieur le Président, en Aquitaine, ici, Monsieur le maire, quasiment à Bordeaux, c'est peu de le dire.
Et il le sera encore davantage lorsqu'il contiendra ces 20 000 optiques. Imaginez la puissance de 2 centrales nucléaires dans une cible millimétrique. Bon, j'ai l'air très savant, mais franchement, ne m'en donnez pas plus, parce que mes connaissances s'arrêtent absolument au terme de ce discours. Bon, c'est un investissement financier considérable, 3 milliards d'euros. Je tiens d'ailleurs à souligner, outre l'argent, l'investissement humain qui a permis de réaliser ce projet. Pendant 10 ans, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers ont œuvré sans relâche pour que le projet du laser mégajoule devienne réalité. Je veux les remercier. Et j'ai vu la fierté d'ailleurs de tous ceux qui ont contribué à cette réalisation historique, exceptionnelle. Le programme scientifique que vous mettez en œuvre est un enjeu considérable pour la France. Vous allez nous permettre de pérenniser notre force de dissuasion aussi longtemps que nécessaire, et vous allez nous permettre surtout de conforter le leadership français dans la recherche en ce domaine. N'oublions pas que si le laser est une invention américaine, la voie fut ouverte par les travaux d'un prix Nobel français sur le pompage optique, et les premiers neutrons thermonucléaires produits par un laser l'ont été au CEA, à la direction des applications militaires, à la fin des années 60, direction que je remercie pour la présentation remarquable qu'elle a organisée ce matin. Donc les travaux du laser mégajoule vont contribuer à dynamiser l'industrie française dans le domaine des hautes technologies. Et surtout pour moi, c'est important de rapprocher les applications militaires et les programmes de recherche civile. Enfin, nous comprenons ce que les Américains pratiquent depuis si longtemps. De la même façon qu'il n'y a pas et qu'il ne doit pas y avoir de fossé entre recherche fondamentale et recherche appliquée, qu'il ne doit pas y avoir de fossé entre l'université et la recherche, qu'il ne doit pas y avoir de fossé entre l'université et l'entreprise, il ne doit pas y avoir de fossé entre la recherche militaire et la recherche civile, l'une et l'autre se nourrissant des progrès incarnés chacune avec ses compétences et ses objectifs. De plus, en choisissant d'implanter le laser pétale sur le laser mégajoule, nous ouvrons la voie à l'exploration d'une nouvelle forme d'énergie. Grâce à sa recherche avec les projets ITER et pétale, la France est maintenant leader dans la compétition mondiale pour la production d'énergie par fusion. C'est donc un programme majeur que vous engagez ici. Ça prouve quoi? Que la France est toujours capable d'avoir des projets scientifiques et industriels de grande envergure. Je voudrais bien qu'on me comprenne. Nous venons de sortir d'une crise qui est sans doute la plus importante depuis un siècle. La réponse d'un pays à la crise n'est pas le recroquevillement, n'est pas la rétractation, n'est pas l'absence d'ambition. La réponse d'un pays à la crise, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est l'ouverture, ce sont les réformes, ce sont les projets. C'est ça qui se passe ici. Voilà. Alors autour du laser mégajoule avec la route des lasers, vous êtes en train de créer un écosystème de la connaissance. J'étais il y a 15 jours à Saclay avec Valérie Pécresse, que je remercie une nouvelle fois, sur le chantier de Nano Innov. Mais nous voyons ici jouer l'effet cluster, l'effet d'entraînement. Mais qui eût dit qu'il y a quelques années seulement autour de ce site militaire s'implanterait un pôle de compétitivité. Je me souviens très bien lorsque Christian Blanc est venu, j'étais ministre des Finances, en 2004, m'expliquer comment les Espagnols avaient sauvé l'industrie du cuir, qui était victime d'une catastrophe économique considérable, en créant ce qu'ils appelaient un cluster, regroupant toutes les petites entreprises sur une même filière, se dotant de réseaux de communication et de marketing communs, additionnant leurs compétences, ils avaient décidé d'investir dans le cuir de voitures de luxe. Et je me suis dit, dans le fond, en France, nous avons Kroll,
Grenoble, dont on parlait il y a quelques instants, mais nous n'avons pas de pôle de compétitivité de la même nature. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé la soixantaine de pôles de compétitivité, avec des avantages fiscaux, avec des avantages sociaux. Mais ce qui est très important, je le disais à Alain Juppé dans la voiture, c'est que ces pôles de compétitivité qu'on a labellisés, s'ils ne sont pas compétitifs, on les délabellise. Je veux dire qu'il y a un devoir de rassemblement, de création et même d'excellence. Aujourd'hui, grâce aux investissements combinés de l'État, de la région, de l'Europe, sont réunies ici des implantations universitaires, puisque l'Université de Bordeaux 1, Sciences et Techniques, va héberger les chercheurs de ces unités mixtes, ceux du CEA, du CNRS, de l'École polytechnique, venus utiliser les installations du laser mégajoule, des entreprises innovantes qui sont venues s'implanter autour de cette plateforme, et une plateforme de transfert, Alpha9, qui aura pour mission d'accompagner les retombées scientifiques et techniques du laser mégajoule. Voyez-vous, le pôle de compétitivité route des lasers est exemplaire de la politique que nous voulons mettre en œuvre en France. Alors, cette politique, je veux que vous compreniez que nous allons la développer et la renforcer. Je suis persuadé que l'économie française ne peut pas faire l'économie d'une profonde mutation de ses universités, d'une profonde mutation de ses instituts de recherche, d'une profonde mutation de sa politique fiscale. Nous avons créé le crédit impôt recherche. Je regardais les chiffres avant de venir, c'est 4 milliards d'euros par an qui sont remboursés aux entreprises qui investissent dans des laboratoires de recherche en France. La France a désormais le système fiscal en faveur de la recherche le plus puissant au monde. Et je le dis aux parlementaires qui sont ici, je remercie, je tiens beaucoup à ce qu'on ne touche pas au crédit d'impôt recherche dans le cadre de la discussion budgétaire. Pour une fois qu'il y a un système fiscal qui marche en France, est-ce qu'on pourrait le conserver ? Je me souviens d'un certain nombre de collaborateurs de Bercy qui sont venus me voir en me disant c'est catastrophique, le crédit impôt recherche, on pensait que ça coûterait 2 milliards, ça coûte 4 milliards. Mais je dis quelle bonne nouvelle. Voilà donc une innovation fiscale qui marche. Parce que ce qu'il ne faut pas voir, c'est le coût des 4 milliards. Ce qu'il faut voir, c'est l'investissement, enfin, d'entreprises françaises et étrangères dans des laboratoires de recherche en France. Et je vais même vous dire une chose, je souhaite que ça puisse coûter plus cher, puisque ça montre qu'on continue à investir dans la recherche en France. Alors, sur les universités, je voudrais remercier les présidents d'universités qui sont ici, avec eux d'ailleurs j'ai eu plusieurs réunions de travail récemment à l'Élysée en compagnie de Valérie Pécresse. Est-ce que vous vous rendez compte, vos universités Bordeaux 1 et Bordeaux 2 ont acquis leur autonomie depuis le 1er janvier. Au 1er janvier de cette année, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, 90% des universités françaises seront autonomes. Qui l'eût dit ? Qui l'eût cru ? Qui aurait pu imaginer qu'en 3 ans, le système universitaire français, volontairement, magnifiquement, aurait évolué vers l'autonomie sans drame, sans querelle théologique. Bon, bien sûr, quelques grèves, on est en France. Quelques incompréhensions, on est en France. Quelques occupations, on est en France. Mais en France, on peut le dire au monde entier, notre système universitaire a brillamment passé l'épreuve de sa mutation. Que les étudiants, que les professeurs, que les chercheurs en soient remerciés. Et je veux rendre hommage au dynamisme du président Alain Boudou, parce que l'Université de Bordeaux 1 a pu s'établir sur le site du CEA pour héberger le centre des lasers intenses et applications,
un laboratoire de recherche commun à l'université, au CEA et au CNRS. Mais c'est l'intérêt de tout le monde, et notamment des familles et des étudiants de la région, que d'avoir une université dynamique. En visitant le bâtiment de l'université Bordeaux 1, j'ai pu mesurer l'enthousiasme et l'attente des jeunes chercheurs et des jeunes doctorants. C'est extrêmement important que ça bouge. Mais qui pourrait imaginer que le monde du XXIe siècle bouge à cette vitesse-là et que notre système universitaire ou notre système de recherche reste immobile? Alors, les universités autonomes doivent désormais se placer au centre de cette dynamique du savoir. Les universités doivent diversifier leurs sources de revenus et leurs partenariats. Rendez-vous compte, il y a à la minute où je parle 32 fondations universitaires qui vont permettre d'attirer des moyens du secteur privé vers les universités. Mais pourquoi s'en priver? Peu de gens auraient parié sur une telle évolution. Alors, je sais bien que la réforme n'est pas une fin en soi. L'autonomie n'est pas une fin en soi. Il fallait également les moyens. Depuis 3 ans, mesdames et messieurs, les universités ont vu leurs moyens de fonctionnement augmenter de 18%. Elles n'avaient jamais connu cela auparavant. Et au fond, j'ai compris pourquoi le monde universitaire et le monde de la recherche avaient été si rétifs au changement. Parce que trop longtemps, les universitaires ont associé réforme et restrictions budgétaires. Et ça avait créé, et c'est bien normal, un sentiment de rétractation. On savait ce qu'on avait, on avait peur de ce qu'on aurait. Et au fond, ce que nous avons essayé de construire, c'est un rapport de confiance avec les universités françaises. Nous vous donnerons des moyens dont vous avez besoin, que vous n'avez jamais eu dans le passé. Mais nous exigeons, en échange, les réformes et les évolutions. C'est ça le partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes dans le choix des opérations campus, parce que, je l'ai dit à la ministre, quelle est la fatalité qui veut que les campus aérés, magnifiques, écologiques, heureux, gais, que les bâtiments universitaires modernes et pas lézardés, que les implantations sportives de qualité, que les bibliothèques ouvertes, y compris le dimanche, ça soit à l'étranger et pas chez nous? Où est cette fatalité? Et moi, j'étais profondément choqué quand on parlait que nombre de familles nous disaient leur rêve, c'est d'envoyer leurs enfants à l'université en Espagne, aux États-Unis, voire en Angleterre. Que nos jeunes aillent à l'université à l'étranger, c'est une excellente chose, mais ils doivent y aller pour des bonnes raisons, pas pour des mauvaises raisons. Parce qu'ils ont fait un choix, pas parce qu'ils considèrent qu'en France, on ne pourrait pas étudier dans de bonnes conditions. Donc l'opération Campus, nous l'avons dotée de 5 milliards d'euros, 5 milliards d'euros. Les 10 opérations massives de rénovation de sites universitaires auront toutes commencé avant la fin de ce quinquennat. Il n'y a pas de fatalité. On ne peut pas bien étudier en se tournant vers l'avenir dans des bâtiments qui ont à peine de quoi refléter le présent. Il n'y a pas de fatalité là aussi. La dotation de 475 millions d'euros obtenue par l'Université de Bordeaux est un grand succès qui permettra de redonner de la cohérence à un ensemble universitaire et scientifique dont la qualité exceptionnelle n'est pas suffisamment reconnue. J'ajoute que le programme du grand emprunt, 35 milliards d'euros, nous consacrerons sur ces 35 milliards, à la suite des travaux remarquablement présidés par Alain Juppé et Michel Rocard, 22 milliards pour la recherche et pour l'université. Alors peut-être ces chiffres, et voilà ce que je voudrais dire en terminant, peuvent faire tourner la tête, puisqu'on me dit
Mais alors comment vous allez faire? Parce qu'il y a des déficits, parce que la France est endettée. Mais mesdames et messieurs, trop souvent dans le passé, nous avons fait le mauvais choix. Le choix de ne pas avoir le courage de remettre en cause des dépenses de fonctionnement et de sacrifier par facilité des dépenses d'investissement. La question n'est pas que l'emprunt est mauvais. La question est pourquoi décidons-nous d'emprunter? Emprunter pour investir, c'est un emprunt qui prépare l'avenir, qui permet de créer de la richesse, qui permet de créer de la croissance et qui permet de remettre la France dans la compétition internationale. Et vous comprenez ainsi les moyens, les réformes, l'un avec l'autre, et le refus des vieux clivages. Nous sommes dans un nouveau monde. Il nous faut de nouvelles idées. Et vous, les chercheurs, vous le savez mieux que personne, les grandes découvertes scientifiques ont été souvent, à l'origine, marquées par le refus du consensus. Si vous aviez, vous les chercheurs, vous les scientifiques, vous les universitaires, simplement en tête que le consensus, alors vous êtes dans la pensée unique. Bien souvent, les plus grandes des inventions ont été faites par rupture avec ce consensus. Et voilà la très grande difficulté, faire avancer tout le monde sans laisser personne dehors, mais comprendre qu'on ne peut pas rester immobile. Et vraiment, je voudrais vous dire ici, en Aquitaine, Monsieur le Président, à Bordeaux, Monsieur le maire, devant des universitaires et des chercheurs, Madame la ministre, qu'il n'y a pas plus enthousiasmant pour moi que de voir la capacité avec laquelle, quels que soient vos parcours, quelles que soient vos sensibilités, vous avez su vous inscrire dans le mouvement de modernisation sans précédent de notre système de recherche et de nos universités. Alors on ne s'arrêtera pas là. Il y aura une étape 2 de la modernisation de nos universités pour que la dévolution des bâtiments aille mieux, plus vite, pour que les partenariats publics-privés soient plus aisés, pour que la collaboration avec les collectivités territoriales soit plus féconde. Ne nous opposons pas. Ce sont les mêmes familles, ce sont les mêmes jeunes, c'est le même territoire. Ils ont besoin de notre collaboration et non pas de notre opposition. Pour que les présidents d'universités puissent mieux assumer leur rôle, pour que les personnalités qualifiées n'aient pas le sentiment d'être invitées sur un strapontin, alors qu'elles ont leur place en propre complètement dans l'université. C'est sans doute un des chantiers les plus passionnants que nous avons engagés. Je voudrais également rendre hommage à ceux qui administrent nos grands organismes de recherche, qui le font là aussi avec le souci de la réforme. Je voudrais terminer par cela. Je ne suis pas un obsédé de la réforme, mais j'ai la responsabilité de conduire la 5e économie du monde dans un monde qui bouge. Notre pays ne peut pas rester immobile. Nous n'avons plus les moyens d'attendre pour décider. Nous ne pouvons pas mettre la poussière sous le tapis. Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant les déficits et les retards qui sont les nôtres. Notre devoir, c'est d'agir dans l'intérêt général, d'agir avec justice, mais d'agir. Au fond, je crois que la pire des injustices, c'est l'immobilisme. Celle qui consiste, cet immobilisme, à conserver des injustices qui ne sont à mes yeux pas plus légitimes parce qu'elles sont anciennes. Je vous remercie.